Euh, le point commun de tous les gens qui travaillent chez Shine, je pense que c'est vraiment unanime, c'est on déteste tous l'administratif. Mais vraiment, personne ne vient ici parce qu'il est fan de TVA, quoi. Ça n'existe pas. Mais parce qu'on le déteste tous, on se rend compte à quel point on rend service aux gens quand on les aide là-dessus. Et je pense que l'autre point commun de tous les gens de chez Shine, c'est qu'ils ont envie de se rendre utiles, ils ont envie de rendre service à des gens. Et c'est vrai que quand on rend service à des gens sur des sujets aussi pénibles et aussi abscons, on a un espèce de retour qui est vraiment très fort. Les gens sont vraiment super contents parce qu'ils s'attendent pas du tout à avoir un coup de main là-dessus et encore moins de la part de leur banquier. Bonjour Nicolas. Salut. Bienvenue sur le podcast. Merci. Je suis vraiment ravi que tu sois la première personne que j'interroge sur ce hors-série, puisque pour moi, Shine incarne parfaitement ce que j'ai envie de transmettre avec ces épisodes-là. Au-delà d'être une boîte où vous mettez vraiment au service des indépendants, avec des fonctionnalités, un service, et on parlera notamment du service client qui est particulier chez vous, qui sont poussés. Dans l'arrière-boutique, ou en tout cas de ce que j'en perçois, il y a beaucoup de choses qui vous différencient sur vos valeurs, différentes innovations, je ne sais pas si on dit innovation, mais innovation managériale, ou en tout cas une autre manière de travailler chez vous. Et ça, j'ai vraiment envie qu'on creuse là-dedans, et c'est un peu mon objectif d'aujourd'hui. Donc on va commencer par poser le contexte, avec une petite question qui sera ma question actuelle d'entrée. Pourquoi est-ce que tu as créé Shine avec Raphaël, du coup ton associé ? On a créé Shine au départ en partant d'un problème que Raphaël a rencontré en tant que freelance. Il était développeur freelance. Et donc en tant que développeur, en ce moment, c'est pas très compliqué de trouver du travail, c'est pas très compliqué de se faire bien rémunérer. En revanche, ce à quoi il s'attendait pas du tout, c'est à avoir autant de problèmes administratifs, et autant de charges mentales administratives à gérer. Il a mis 15 jours à trouver le bon statut, il a fallu trouver un expert comptable, trouver les mentions légales à mettre sur les factures. Et tout ça, ça lui a pris un temps fou. Il n'était pas du tout préparé à ça, et surtout, il n'avait pas du tout envie de ça. Lui, il voulait faire le même métier qu'avant, développeur, mais le faire sans avoir un patron. Et il s'est retrouvé gérant de boîte. Et c'est pas du tout son enjeu à la base. C'était pas pour ça qu'il faisait ça. Donc du coup, on s'est dit, essayons de régler ce problème, créons un copilote pour freelance. Et en partant de ça, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de se construire sur le compte bancaire. Parce que ça nous permettait d'envoyer des informations en temps réel aux gens. Dire attention, ta facture n'est pas payée. Attention, tu vas avoir des taxes à payer. Voilà le montant. Attention, t'as pas pris en photo tes reçus, etc. Donc ça nous permettait de créer un service très proactif et de créer ce copilote qu'on avait en tête depuis le départ. Et on s'est aussi rendu compte en faisant ces recherches que les gens détestaient leur compte bancaire. De manière générale, le compte pro, c'était une catastrophe, pour être honnête. C'est très cher, c'est pas du tout adapté aux indépendants. C'est compliqué, c'est des fonctionnalités dont on n'a pas besoin quand on est tout seul. Bref, ça allait pas du tout. Et donc on s'est dit, très bien, construisons tout ça autour d'un compte pro pensé pour les indépendants et les toutes petites entreprises. Je te rejoins complètement sur le poids et la prise d'espace mental sur tous ces aspects administratifs bancaires. C'est des questions que moi je vois qui reviennent régulièrement dans toutes les conversations de tous les indépendants. À un moment donné, c'est « Ah, mais toi, t'as quel statut et ça apporte quoi ?» Ou « Toi, comment tu gères ci ?» ou les CGV sur une facture. Enfin, tous ces trucs-là, ça prend beaucoup de place. Et je pense que mentalement, les gens voudraient, comme tu dis, se concentrer sur leur métier et le fait de faire ce qu'ils ont envie de faire et ce pourquoi ils sont lancés, c'est-à-dire œuvrer pour eux-mêmes. Et ça prend trop de place, en fait, je pense. Donc, je trouve ça vraiment... le constat de base, il est vraiment là. Et du coup, j'aimerais bien, sur votre site, le message global quand on arrive dessus, c'est « accompagne et protège », ce qui va du coup avec ce positionnement de copilote. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur pourquoi ce positionnement et pourquoi ça vous tient à cœur ? Ouais, en creusant la partie administrative, on s'est rendu compte que les indépendants non seulement avaient cette complexité à gérer, mais étaient aussi très seuls. Et ça rejoint exactement ce que tu viens de dire sur... On essaie de demander à d'autres gens quel statut il faut prendre, est-ce qu'il faut facturer de la TVA, etc. Aller trouver des infos sur Internet, et là, soit elle est dépassée, soit elle est incompréhensible, soit elle n'est pas cohérente, même sur le site de l'État. Soit il y en a plein qui disent différentes choses. Donc en fait, au-delà de la charge mentale, il y a un vrai problème de solitude de l'indépendant et de l'entrepreneur en général d'ailleurs. Et l'autre sujet dont on s'est rendu compte là pour le coup, après le lancement et progressivement, c'est que la question de l'insécurité était vraiment
prégnante chez les freelances aussi. Je vais pas avoir le chômage, je vais pas avoir de mission, mon client va pas me payer à temps, comment je vais faire? Toutes ces choses qui font que, d'un point de vue financier, souvent on est en mesure de mieux gagner sa vie, pas toujours, mais souvent. Mais malgré tout, on se retrouve quand même dans une forme de précarité financière parce qu'on n'est pas sûr d'être payé à temps, on n'est pas sûr de trouver une mission et puis on est incapable d'avoir un crédit. Et je pense que le regard aussi je dis la société au sens large pour caricaturer, mais le regard de la société, en tout cas même encore jusqu'à aujourd'hui, c'est que le freelance, c'est un statut presque précaire, effectivement. Du coup, j'ai l'impression que... Pourquoi tu choisis pas un vrai métier? Ouais, voilà, exactement. Toutes les conversations qu'on a sûrement tous eues à Noël, là, des indépendants, des parents qui nous disent « Non mais attends, tu devrais trouver un vrai métier. » Mais j'ai eu droit aussi, hein. C'est pas réservé aux freelance. Même il y a 1 an et demi, quand on avait déjà lancé Shine, c'était déjà un projet assez sympa. Mais j'y ai eu droit, mais je comprends pas pourquoi t'as pas voulu garder un vrai métier. Ouais, mais du coup, je pense que ça aussi, ça joue sur inconsciemment, ça joue sur le fait qu'on puisse se sentir pas en sécurité. Et Exactement. donc, il y a ce grand besoin-là, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est rendu compte qu'en fait, notre vraie mission, au-delà de gérer les factures d'agence, c'était de les accompagner et de les protéger. Et de les accompagner du point de vue administratif, mais aussi dans toutes les autres questions qui peuvent se poser vis-à-vis souvent de ce changement de statut, parce que là, il y a beaucoup de gens pour qui c'est nouveau. Et de les protéger parce qu'en fait, les offres d'assurance sont compliquées, sont diffuses. Il y a plein de prix différents, on a du mal à comparer, etc. Et donc, dans la même veine que la simplification administrative, on s'est dit on va simplifier aussi toute la protection des indépendants, soit avec des produits concrets quand on est les mieux placés pour le faire, soit en distribuant d'autres produits quand on pense qu'on a des super. Et donc ça, on en est au tout début. On a commencé avec notre plan premium qui intègre des assurances qui sont pour la première fois dans un compte bancaire, une garantie hospitalisation, une assistance juridique, etc. Bon, je ne fais pas tout le détail, mais en gros, on s'est dit on va innover en créant un compte pro, mais qui comporte les vraies assurances dont les gens ont besoin. Pas forcément le voyage, ce qu'on trouve d'habitude. Tu fais pas forcément la carte neige, alors que dans ton compte pro, tu t'en fiches. Mais en revanche, des choses dont tu as besoin, c'est une espèce de mini-prévoyance, mais sachant que quand on parle de prévoyance en indépendant, souvent il est un peu perdu. Donc on s'est dit, on simplifie au max, on le met dans le compte pro, et ça, c'est le début d'une longue série. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que cette démarche, elle n'est pas seulement produit et fonctionnelle, ça fait aussi partie de ce que je perçois être vraiment... la base de comment vous opérez. Je regardais, du coup j'ai fouillé un peu dans tout ce que tu as pu dire sur Shine dans le passé, et je tombais sur une interview où tu racontais l'histoire d'une fois où tu as appelé un utilisateur en te faisant passer pour quelqu'un qui travaillait pour Shine, en lui demandant du coup c'était quoi son rapport avec vous, et cette personne disait j'adore parce que j'ai l'impression que peu importe ce qui m'arrive, s'il m'arrive un truc pas cool, vous serez là pour me soutenir et vous allez m'accompagner. Et je trouve que ça renforce exactement ce que tu dis là, parce que c'est votre mode opératoire au quotidien en fait. Ouais, ça m'a beaucoup marqué, pour être honnête, ce coup de fil que j'ai passé à l'utilisateur, et c'est vrai que c'est resté un fil conducteur pour nous. Ça m'a fait prendre conscience aussi de beaucoup de choses qu'on faisait sans trop y penser. Le point commun de tous les gens qui travaillent chez Shine, je pense que c'est vraiment unanime, c'est on déteste tous l'administratif. Mais vraiment, personne ne vient ici parce qu'il est fan de TVA, quoi. Ça n'existe pas. Mais parce qu'on le déteste tous, on se rend compte à quel point on rend service aux gens quand on les aide là-dessus. Et je pense que l'autre point commun de tous les gens de chez Shine, c'est qu'ils ont envie de se rendre utile, ils ont envie de rendre service à des gens. Et c'est vrai que quand on rend service à des gens sur des sujets aussi pénibles et aussi abscons, on a un espèce de retour qui est vraiment très fort. Les gens sont vraiment super contents parce qu'ils s'attendent pas du tout à avoir un coup de main là-dessus, et encore moins de la part de leur banquier. Et de plus en plus de gens détestent les banques. Quand on regarde les études, le secteur financier, c'est un de ceux dans lesquels les gens ont le moins confiance. Il y a les médias et les hommes politiques avec. Les médias, ça s'est écroulé ces derniers temps avec les fake news. Mais la banque, depuis, et c'est très flagrant depuis 2008 et la grosse crise financière à ce moment-là, les gens n'ont plus confiance en les banques, et c'est pas parce qu'ils n'ont pas confiance dans dans l'IT ou dans leur système informatique, dans leur process, etc. C'est qu'ils n'ont pas confiance en les gens pour prendre des bonnes décisions, des décisions qui sont à leur faveur. Ils sont vus comme des bandits. Et nous, on a envie de recréer ça, et on a envie de redevenir un interlocuteur dans lequel les gens ont confiance et qui va vraiment leur rendre service. Ce qui passe du coup est forcément par cette interaction constante avec eux qui fait que du coup tu as l'impression d'être vraiment accompagné. Il y a ça, il y a le fait de créer un service vraiment pensé pour les indépendants et toutes petites entreprises, pas un produit grand public qu'on a essayé d'adapter pour eux, ou un produit pensé pour des entreprises de 100 personnes, et on dit tenez, reprenez-le.
Donc en fait, les indépendants et les boîtes de moins de 10 personnes, en général, c'est une cible secondaire pour tous les produits et pour tous les acteurs. Ouais. Et on est les premiers à en faire une cible principale, c'est-à-dire on part de leurs besoins. Par contre, on s'en fiche que ce soit de la banque, de l'assurance, du produit tech, etc. On essaie juste de régler leurs problèmes et de le faire le mieux possible. Et ce qui fait, je pense, la différence de Shine et de toutes les banques traditionnelles, mais même de tous les acteurs en général, c'est qu'on ne se fixe pas du tout de limite en termes de métier. On ne se dit pas on est banquier, donc nous, notre métier, c'est de vendre des crédits, de vendre du découvert et de se rémunérer avec ça. On n'est pas des assureurs, on ne se dit pas on va inventer l'assurance, on n'est pas un GAFA ou j'en sais rien, on n'est pas dans la tech pure. On se dit voilà, on sait faire des produits, enfin on essaie en tout cas de faire des produits sympas, on connaît quand même bien le système financier et on essaie d'inventer des services qui répondent aux besoins de gens sans se mettre de limites. On se dit pas. On avancera avec les besoins des gens, peu importe les métiers qu'ils vont derrière. C'est exactement ça. Et on se dit pas, ça j'y connais rien, demande à ton avocat, ton comptable. On va pas donner de conseils aux gens parce que souvent c'est des professions réglementées, donc on va pas dire. Dans ton cas, je te conseille de prendre une SASU. Par contre, si quelqu'un nous demande quel statut choisir, on va faire tout ce qu'on peut pour mettre à sa disposition toute l'information disponible et pour bien synthétiser. Donc voilà les avantages et les inconvénients d'une SASU, voilà les avantages et inconvénients de l'auto-entrepreneur, enfin du régime d'auto-entrepreneur. Je trouve ça hyper intéressant parce que c'est un message que je porte pas mal aux indépendants dans les différents contenus que je crée, qui est de dire ne te définis pas comme ton métier, mais définis-toi pour la transformation et le soutien et les solutions que tu as envie d'apporter aux clients que tu rêves d'accompagner. C'est exactement ça. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui vous caractérise, vous, c'est-à-dire vous avez vraiment envie d'accompagner les indépendants et du coup, c'est pas on est une banque et du coup on cible les indépendants, c'est les indépendants, on a vraiment envie de les accompagner, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux pour que leur quotidien soit simplifié et les accompagner et les protéger du coup qui est votre tagline. Exactement. Et quand on essaie de réfléchir à ce que devrait être un banquier dans 10 ou 20 ans, on ne réfléchit pas en termes de produits financiers qu'il va distribuer, on se dit on aimerait bien que ce soit l'interlocuteur qui gère tous les trucs chiants. C'est un peu vulgaire, mais c'est un peu l'idée. C'est trop cool. Ouh là là, ça c'est pénible. Je vais demander à ma banquière ou mon banquier. Et je leur fais confiance pour me donner les bonnes réponses. Ou en tout cas pour essayer de travailler à mon intérêt. Ouais, complètement. J'ai envie avant de rentrer un peu plus dans les valeurs et tout ça que vous portez, j'ai envie juste de parler pendant quelques minutes de votre vision de l'indépendance et du freelancing. Pareil, en creusant un peu dans ce que tu as pu raconter sur Shine, je suis tombé sur un article, il me semble que c'était 1 an après le lancement, fin 2017, où tu décrivais le freelancing comme une bouffée d'air frais dont on a tous besoin dans le monde professionnel. Est-ce que c'est encore ta vision? Tu peux nous en parler un peu? C'est encore ma vision, c'est de plus en plus vrai. On pense pas que le freelancing va devenir la forme de travail dominante. On se dit pas demain tous freelance. Tous les ans, une étude qui va t'expliquer que plus de 50% de la population active sera freelance. Pas persuadé. En revanche, on est profondément convaincu qu'il y a une vraie chance pour que dans 10 ou 20 ans, 50% de la population active ait été, à un moment donné, ou soit en parallèle d'une activité salariée, freelance. Et oui, c'est une bouffée d'air frais parce que les gens, enfin en tout cas, il y a un besoin de plus en plus flagrant, et en particulier chez la jeune génération, d'indépendance, de liberté, et de sortir du poids hiérarchique et de la structure de l'entreprise en général. Les gens ont envie de changer de mission plus fréquemment, d'apprendre des choses par eux-mêmes, de se confronter aux résultats de leurs actions et pas forcément à la satisfaction de leur patron. Parce que dans une entreprise, en fait, tu es bien payé si on considère que tu as fait du bon boulot. Mais parfois, tu peux avoir fait du... Donc, ça a des avantages et des inconvénients. Hein. Parfois, dans la vie, on a fait tout ce qu'il fallait pour que ça marche et ça marche pas. C'est bien aussi de pas toujours foirer dans ces cas-là. C'est bien aussi d'être valorisé pour ça. Donc, je suis pas en train de dire de mettre le salarié à la poubelle. Je dis juste, on est rentré dans un système où c'est de plus en plus hiérarchique, mais on n'a plus la contrepartie de ça qui était la sécurité et la possibilité d'avoir un job pendant 40 ans et une carrière à peu près linéaire, comme on l'avait dans les 30 Glorieuses et même à la fin du siècle dernier. Et donc, comme ce déséquilibre est un peu plus marqué, comme on a, en échange de ce sacrifice de liberté, on n'a plus forcément la sécurité qu'on avait avant, les gens se disent très bien, dans ce cas, j'ai qu'à le faire moi-même. Quitte à pouvoir me faire virer du jour au lendemain, autant gagner plus, choisir pas avoir de boss et travailler depuis une île déserte. Dans les faits, on travaille pas vraiment depuis une île déserte. L'expérience qu'on en a, c'est que c'est un peu une image idéalisée qu'on a du truc, mais que, au contraire, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de difficultés à être indépendant. Mais par contre, on se rend aussi compte que c'est très épanouissant. Dans les études, il y a 80 ou 90% des indépendants, quand on leur demande, qui n'ont pas envie de retourner à travailler salarié. Et je trouve que du coup, c'est intéressant que tu parles de cette balance de... j'ai l'impression de devoir troquer la liberté contre la sécurité et de choisir entre les deux.
Ce que je vois en ce moment dans l'écosystème freelance global, notamment en France, parce que aux États-Unis par exemple, ils sont plus avancés, c'est qu'il y a vraiment de plus en plus d'acteurs comme vous qui se mettent en mouvement pour dire on peut avoir la liberté et nous on veut ramener la sécurité là-dedans, sur le plan financier par exemple, avec des établissements qui ouvrent pour les crédits, enfin bref, il y a plein de différentes choses qui sont en train de bouger. Du coup, je trouve ça intéressant que tu parles de cet équilibrage-là, parce que je pense qu'avec le temps, l'écosystème va se structurer pour qu'on puisse avoir davantage de sécurité tout en ayant la liberté. Complètement. Et on essaie de contribuer à ça. Il faut mettre plus de sécurité dans le freelancing, très clairement. Et puis l'État a son rôle à jouer là-dedans aussi, mais il faut apporter plus de protection aux travailleurs indépendants. Ouais. Et on essaye aussi de contribuer à apporter plus de flexibilité et de liberté dans le travail salarié aussi, de l'autre côté. Et j'aime bien dire que pour l'instant, on avait un peu un monde en noir et blanc. D'un côté, tu es très libre, mais tu es indépendant, mais voilà. Et d'un autre côté, tu es salarié, tu es enfermé dans une boîte et tout. Et on essaye de mélanger un peu tout ça et de créer un monde en couleurs où tu peux être freelance à côté de ton travail salarié, que tu peux être très épanoui dans ton job salarié avec beaucoup de liberté, beaucoup d'autonomie, mais aussi plus de sécurité et plus d'investissement dans la durée. Et on essaye d'hybrider tout ça et on aimerait bien que dans 20, 30, 40 ans, ce soit plus freelance d'un côté et salarié de l'autre, mais une espèce de ligne continue. Ouais. Tu peux hybrider un peu les deux en fonction de tes envies, du moment de ta carrière, de ton moment de vie. C'est flexible. Ça puisse se mélanger. Du coup, tu me fais la transition. Je pensais pas en parler maintenant, mais parlons-en maintenant. Il y a quelque chose que vous avez mis en place récemment qui fait partie des différents, je disais innovations managériales, mais en tout cas de votre manière de travailler au quotidien ici, qui est que chaque employé chez Shine a un jour par mois, c'est ça, pour être freelance à côté et justement tester cette forme un peu plus hybride de travail. Tu peux nous en parler un peu plus ? Oui, bien sûr. C'est un truc qu'on a lancé il y a un peu moins d'un an maintenant. Et donc, dans 1 ou 2 mois, on va faire un premier bilan de l'année écoulée. Ok, cool. Et le principe, c'est très simple, c'est qu'on a rajouté un jour de congé à tout le monde qui est destiné à faire du freelancing, enfin, en tout cas à travailler ailleurs que chez Shine. Ouais. Et on est aussi, à ma connaissance, les premiers, il faudrait peut-être vérifier, mais à supprimer la clause d'exclusivité des contrats de travail. Donc normalement, en standard, dans tous les contrats de travail en France, tu as une clause d'exclusivité qui t'interdit d'avoir un autre job salarié à côté. Ouais. Nous, on a supprimé ça, et donc si les gens ont envie de travailler, on les incite. On a rajouté une clause de loyauté, parce que c'est quand même gênant si c'est vraiment des concurrents directs, parce qu'il y a quand même des informations confidentielles, et donc voilà. Mais malgré tout, on a quand même été les plus libéraux possibles là-dessus, et on incite les gens chez nous à travailler ailleurs. Pourquoi on a fait ça ? Déjà parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui travaillaient chez nous qui avaient été freelance avant et on ne voulait pas leur supprimer cette liberté. Ouais. Ils le faisaient, on trouvait que c'était une bonne chose et du coup on avait envie de les inciter à le faire. La principale raison, c'est aussi qu'on trouve que c'est le meilleur moyen pour les gens de se former. Généralement, quand tu vends une mission en tant que freelance, je ne sais pas ce que tu en as comme expérience, mais ce que je constate, c'est que la plupart du temps, tu es à peu près sûr de savoir faire 60, 70, 80% du job que tu as vendu, et puis il y a 20-30%, on verra bien. Clairement. Et ben en fait, tu apprends énormément quand tu apprends à faire ces 20-30% là, parce qu'en fait, tu l'as vendu, tu t'es engagé auprès de quelqu'un. T'as plus le choix. C'est à la marge de ce que tu sais déjà faire normalement. Enfin, en tout cas, j'espère que les gens ne vendent pas n'importe quoi. mais tu es obligé de. Dans chaque mission, il y a une part de nouveauté où il faut que tu réapprennes les nouvelles technos, que tu te formes à un nouveau secteur et tout. Clairement. Et ça, tu es obligé de l'apprendre sur le tas. Et ça, c'est vraiment, je suis convaincu que dans la vie, on apprend mieux quand on a besoin ou envie d'apprendre concrètement. Ouais. Et on a le sentiment que cette mesure-là aura plus d'impact que toutes les politiques de formation qu'on peut financer et tout ce qu'on veut faire. Hyper intéressant. Inciter les gens à vouloir se promouvoir à l'extérieur. Bon, il y a un autre truc concret dans le cas de Shine qui est, ça incite les gens à utiliser Shine en dehors pour eux-mêmes et donc tester l'outil. Ça leur permet de se mettre dans les bottes de nos clients et tester l'outil, donc ça c'est très bénéfique aussi. C'est ce que j'allais dire, je trouve que cette démarche-là, du coup, elle est à la fois au service des gens qui travaillent chez Shine pour leur développement professionnel, personnel, l'apprentissage, mais aussi au service de vos clients, in fine, parce que du coup, ça crée un cercle vertueux ils ont eux-mêmes la vie d'un freelance, ils comprennent les problématiques, les outillages, à quoi se confronte un freelance au quotidien en vendant des missions. Et du coup, ça peut réintégrer pour mieux servir les gens qui sont freelance 100% du temps et qui n'ont pas le jour par mois que vous offrez. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Pareil, un peu dans la même veine, je continue dessus. J'étais tombé sur un autre article que tu avais écrit où tu parlais du fait que, par hasard, mais tu en parlais plus dessus après, vous étiez à un moment donné chez Shine 50% de femmes, 50% d'hommes. Je crois que c'était au board même que tu disais ça. L'idée n'étant pas que tu défendes... hyper important d'avoir l'égalité dans les entreprises, etc., mais plutôt de la diversité. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de
c'est pas forcément ce genre d'action, mais tous les différents types d'actions qu'il y a sur ces points-là, plutôt managériaux et organisationnels chez Shine. Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez quand même pas mal en tant qu'organisation. Ouais. Mais en fait, de manière générale, on est nombreux, et en tout cas c'est mon cas, on n'a pas eu un début de carrière très chouette. On s'est pas dit, ouais, j'adore mon premier job. On s'est dit, oh là là, c'est l'enfer la vie en entreprise. J'ai l'impression qu'au pied de la porte, je dois déposer tout ce qui fait ma personnalité. Et puis là, je mets un costume, je m'habille d'une certaine façon, et je dois me comporter d'une certaine façon et respecter des codes qui sont vraiment très 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 éloignés de ma vie privée. Et donc de manière générale, on essaie de créer une entreprise où les gens travaillent de manière assez saine, sans laisser à l'entrée toute leur personnalité, au contraire, en venant avec et en essayant d'enrichir la boîte avec ça. Ouais. Mais c'est pas pour autant qu'on est des anarchistes ou des hippies. C'est-à-dire qu'on est là, on a envie de bien travailler, on a envie de faire une boîte qui marche, on a envie que nos clients soient hyper satisfaits de notre service, et donc ça demande de s'organiser, de voir comment faire circuler l'information correctement, de voir qui est responsable de quoi, parce qu'en général, tu as plus tendance à faire avancer quelque chose quand on sait que c'est toi qui es responsable de le faire. Mais sans pour autant avoir une hiérarchie lourde, du micromanagement dans tous les sens et tout. Donc, on a une posture très ouverte là-dessus, on essaye beaucoup de choses, parfois on revient un peu en arrière, mais on essaye de regarder tout ce que font les boîtes qui innovent là-dedans, de lire sur le sujet et de réinventer un peu ce qu'est une relation de travail saine. De manière générale, on veut une entreprise où les gens se sentent bien, où ils tombent pas malades, où ils font pas des burn-out, où ils travaillent pas jour et nuit sans savoir pourquoi, mais où malgré tout, ils progressent, ils ont du challenge, ils ont l'impression de faire partie d'une aventure collective et ils ont envie de travailler ensemble dans un but commun. Et donc ça demande de définir un but commun qui convient, d'avoir des valeurs qui rassemblent un peu tout le monde, sur lesquelles on est d'accord, et une organisation qui répond à tout ça. Un sujet auquel on est assez sensible, effectivement, c'est celui de la parité, et plus parce qu'on fait le postulat de la diversité dans la mesure du possible que de la parité. Je le dis avec vraiment beaucoup de modestie et de recul, parce que la diversité, c'est un sujet très vaste, très compliqué, et à partir du moment où tu dis que tu vas essayer de mettre ça en place, ça va être très facile de te critiquer pour dire que, regarde, complètement, c'est pas le cas. Ici, il y a X% de ça, X% de ça, on a vu sur une photo de ton équipe, voilà, donc, on cherche pas à établir 50 critères de diversité. De toute façon, on n'a pas le droit en France, et à remplir des cases. Mais on s'est dit, sur la parité, c'est quand même assez facile à mesurer. Et on s'est dit, ce serait important d'avoir 50% d'hommes, 50% de femmes dans toutes les fonctions. Ne serait-ce que parce que notre cible, ce sera à moitié des hommes, à moitié des femmes, et on a envie de faire un produit qui parle à tout le monde. Et donc, effectivement, on a écrit un article sur le sujet, ce qui n'était pas forcément... C'était en plein MeToo, donc, et comme je suis un homme, c'était un peu stressant de prendre la parole sur ce sujet. Donc évidemment, je prends des pincettes dedans, parce que même si on essaye de bien faire, on peut rapidement être taxé de toutes sortes de choses. Mais on l'a surtout coécrit avec beaucoup de femmes de l'équipe, et je l'ai fait relire aussi à nos investisseurs et tout, où on a dit qu'on allait s'engager là-dessus, qu'on allait essayer de le maintenir, et qu'on allait essayer d'avoir 50% d'hommes et de femmes dans l'entreprise de manière générale, mais idéalement aussi poste par poste. Et évidemment, on n'y arrive pas. Évidemment, on n'y est pas encore. Quand j'ai écrit l'article, on était à 50-50 dans le board et on n'y est plus. Aujourd'hui, c'est 60-40. Et c'est à peu près 60-40 dans toute la boîte, 60% d'hommes, 40% de femmes. Mais ça n'empêche que c'est un truc qu'on mesure. Donc, c'est un des indicateurs de performance de la boîte, et on le met dans tous nos reportings, que ce soit aux investisseurs ou même dans le suivi hebdomadaire qu'on envoie à toute la boîte, on le note. Je trouvais ça hyper intéressant. Et on essaye quand même de garder ça comme aiguillon, sans être buté, en se disant, si on constate qu'il y a un déséquilibre dans une équipe, à compétences égales, on privilégiera le genre qui nous manque. Et en revanche, si on trouve quelqu'un d'absolument formidable et qu'il y a déjà 3 personnes sur 5 dans l'équipe qui sont des hommes, et que là, la sixième qu'il nous faut, elle est géniale, on a trouvé quelqu'un de super et c'est un homme, on va pas le refuser parce que donc on essaye de trouver la flexibilité, de trouver la flexibilité qui va là-dedans. Déjà rien que le fait de le mesurer, je trouve que c'est une démarche qui prouve à quel point c'est effectivement quelque chose sur lequel vous avez de la vigilance, et vous posez des questions et vous avancez là-dessus, et je trouve ça hyper intéressant. Et c'est entre autres ce que je perçois sur tous les autres points aussi, c'est qu'il y a une vraie attention à ce genre de choses-là, qui n'est pas forcément toujours le cas en entreprise, et je trouve du coup ça hyper intéressant. Il y en a un autre que je trouve top aussi, avec lequel je discute pas mal avec Brian quand on interagit, c'est sur l'axe écologique.
Je sais que, par exemple, vous veillez à réduire vos émotions et il me semble que vous avez fait un bilan sur ça récemment. Toi, par exemple. Nos émissions, nos émotions. Émissions. Émotions aussi, peut-être, je ne sais pas. Non, ça, on essaie de les assumer comme des adultes, mais c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile, les émotions, je te rejoins. Mais du coup, je sais par exemple que toi, tu es un grand cycliste. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette réflexion que vous avez De fait vélo sur ce... plaisir. De vélo, si je commence à parler de vélo, je vais saouler tout le monde. On va faire un épisode de 2 heures, mais le vélo et toutes les autres actions sur ce point chez Shine. Le constat est simple, on est en train de créer une banque et on est en train de le créer en 2015 et donc on se dit quelle est la responsabilité d'une entreprise quand elle est créée en 2015 on a vocation à essayer d'être indépendant le plus longtemps possible et donc si on est comme on le souhaite encore là dans 20-30 ans et qu'on est un acteur majeur on veut absolument que notre impact sur notre environnement qui soit l'environnement au sens écologie du terme mais que ce soit aussi l'environnement social et puis l'environnement les membres de l'équipe soit le plus bénéfique possible. Ou à défaut, que l'impact négatif soit le plus restreint possible. Ouais. Et donc, assez rapidement, même si ça n'a pas été tout de suite une des missions de la boîte, on a voulu faire attention à un maximum de choses. Et donc, à avoir une politique incitative, effectivement, pour les transports en commun ou pour l'utilisation du vélo. Essayer d'utiliser des Tupperware en verre pour aller se chercher à manger le midi plutôt que de jeter des emballages à chaque fois, essayer de réduire la consommation de ce point de vue-là. Il y a une pile énorme dans la cuisine Mommy. Il y a une pile énorme. Alors, de Tupperware. Il y a une pile énorme dans l'entrée maintenant. Ah oui, voilà. Parce qu'au départ, elle était dans la cuisine et on s'est rendu compte que la plupart des gens ne prenaient pas leur petite boîte en verre pour aller se chercher à manger le midi. Et alors qu'ils étaient plutôt favorables à l'idée et on leur a demandé pourquoi et ils me disent en fait j'arrive devant la porte d'entrée, je me rends compte que j'ai oublié et j'ai la flemme de faire demi-tour. Résultat, on a juste déplacé nos petites boîtes et on les a mises devant l'entrée avec des sacs en coton aussi pour pouvoir les transporter et on est passé de peut-être 10-20% d'utilisation à maintenant plus de 80% d'utilisation le midi, 80-90% je pense, des gens qui vont se chercher avec leur petite boîte et c'est rigolo parce qu'au début quand on va se chercher un burger avec une boîte en verre, on a vraiment l'impression d'être un espèce de hippie bizarre. Les gens dans l'équipe regardaient aussi ceux qui faisaient ça de manière un peu bizarre. Et puis on le fait une fois, on se rend compte que ça se fait très bien. Les frites, elles sont pas molles, au contraire, elles sont même plus chaudes après coup. Le burger, c'est très bien. Il n'y a pas le côté désagréable de tout jeter derrière, on le met juste au lave-vaisselle et c'est sympa. Et en fait, les commerçants s'y font très bien. Et tout ça se fait de manière hyper naturelle. Et c'est assez rigolo de se dire qu'une mesure qui paraît aussi bobo parisien à l'extrême, limite un peu intégriste, et qui est bizarre, quoi, peut devenir aussi naturel aussi vite. Que ce soit du point de vue des gens qui le font, du point de vue des commerçants et tout. Et ça demande vraiment très peu d'efforts. Enfin, en fait, ça demande pas d'efforts à tout le monde. Et ça, c'est, je trouve, très enthousiasmant comme exemple, parce que ça donne un peu d'espoir sur le fait que c'est quand même faisable de changer ses comportements. Carrément. Alors, ne nous mentons pas, hein, c'est que dalle les émissions des emballages pour aller chercher le midi. Je suis pas en train de dire qu'on sauve la planète avec notre Tupperware. C'est clair. Enfin, tombons pas dans le cliché. Je suis juste en train de dire, en revanche, c'est un changement de comportement qui peut sembler assez abrupt, assez compliqué, et qui dans les faits est très simple. Et dans les faits est très agréable, et la vie est plus agréable après qu'avant. Ouais, carrément. Et c'est le genre de choses qui nous remplissent d'espoir. Et donc on s'est dit qu'on allait mettre en place un maximum d'initiatives comme ça, et puis un jour on s'est dit, c'est bien, on est mignon avec notre tup-tup, mais en fait, il faudrait peut-être commencer par mesurer vraiment les émissions de CO2 de la boîte, au global, et de la manière la plus large possible, si on veut savoir comment faire des efforts. Dans quelle mesure on a des émissions élevées et comment les réduire. Et donc on a décidé le trimestre dernier de mesurer nos émissions de CO2, faire un bilan carbone et puis de le rendre public. Et donc on a diffusé sur notre blog et c'était dans la presse aussi le camembert de toutes nos émissions, le total de nos émissions. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fait nos efforts payaient parce qu'on était entre 3 et 6 fois en dessous de la moyenne d'une entreprise de service un peu de la même taille quand on compare en nombre de personnes, en chiffre d'affaires et tout. Et que du coup, oui, ça a un impact. Arrêter de prendre l'avion pour partir en séminaire, oui, ça a un impact énorme, c'est 20-25% de notre bilan. Et ça, je vois encore beaucoup de boîtes qui le font, et à la fois des boîtes traditionnelles et des startups qui disent Marrakech, c'est pas très cher, on va emmener l'équipe à Marrakech. Enfin, j'ai rien contre Marrakech, hein. C'est très chouette, mais c'est juste que prendre l'avion avec 25 ou 30 personnes pour un séminaire, c'est pas forcément nécessaire. C'est pas forcément un meilleur séminaire après coup. Et donc, il y a tout un tas de mesures comme ça dont on a mesuré qu'elles étaient efficaces et on est très content. Mais on s'est aussi rendu compte que 50% de nos émissions aujourd'hui, elles sont liées aux achats qu'on fait à nos prestataires pour les services bancaires. Parce qu'aujourd'hui, Shine n'est pas une banque, on est un établissement de paiement, enfin on est en train de devenir un établissement de paiement
Mais je vous passe les détails réglementaires, mais on travaille avec des banques, comme la Société Générale et une de leurs filiales, pour produire notre service. Et on se rend compte que on ne sait pas leurs émissions, on ne les connaît pas. Donc on est obligé de prendre des ratios un peu standards, compte tenu de nos achats auprès de ces acteurs-là. Et ça représente à peu près, si on prend une moyenne, comme on a dû le faire, c'est la méthodologie, 50% de nos émissions. Et donc on a aussi pris conscience que c'est très bien de ne pas prendre l'avion, d'essayer d'introduire une part de repas végétariens dans les séminaires et tout, parce que ça aussi, ça a un impact énorme. De prendre des tuk-tuk et du vélo, c'est très bien dans le centre de Paris, mais surtout, il faut qu'on aille voir nos partenaires et qu'on travaille avec eux pour développer sur la mesure de leurs émissions et dans un second temps, la réduction de leurs émissions. Parce qu'en fait, il y a un moment, on va arriver un peu au bout de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ce qui est du coup une démarche que vous engagez maintenant. Ce qu'on a déjà engagé, et j'ai été très content de voir ils ont vraiment super bien reçu l'idée, et c'est un truc qu'ils vont faire. Et nous, on s'est engagé à faire ce bilan et à le rendre public tous les ans. Et on a bon espoir qu'il l'ait fait, qu'on puisse au moins intégrer ça dans nos émissions, mais avec une vraie mesure dans le prochain. Génial. C'est hyper intéressant d'entendre justement l'envers du décor de comment vous mesurez les différentes actions qu'il y a, parce que c'est quelque chose que je percevais notamment de mes discussions avec les membres de l'équipe, mais que j'avais pas vraiment vu en profondeur dans la communication, dans le site, dans l'être de Shine public entre guillemets. Et je pense que du coup ça c'est des choses qui peuvent vraiment intéresser vos utilisateurs, parce que du coup c'est des valeurs communes qui se rejoignent, quoi. Donc je trouve ça hyper intéressant. Tu dirais que c'est quoi, si je te posais la question tu m'en as un peu parlé au début, mais des valeurs qui rassemblent toute l'équipe, les choses qui pour vous sont vraiment importantes, que vous défendez au quotidien, notamment du coup celle-ci de l'écologie, mais les autres? Il y a deux façons de répondre. Il y a les valeurs qui nous rassemblent, c'est-à-dire ce pourquoi on a envie de travailler ensemble. Et puis il y a ensuite les valeurs qu'on a définies comme étant un peu le guide comportemental dans l'entreprise et qui nous sert un peu d'aiguillon dans le recrutement et dans l'évaluation de notre comportement au quotidien. Et dans ce qui nous rassemble, c'est assez simple. On veut être un compte professionnel ou un service bancaire qui accompagne et protège les indépendants. Et donc vraiment, on veut être à leur côté et vraiment, on veut les aider à avoir une vie plus simple et plus saine. Et on veut construire une entreprise responsable. Et donc on est en train on réfléchit au quotidien à ce que ça veut dire créer une banque responsable quand on l'a créée en 2017. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait la question est pas si simple. Donc pour l'instant on fait tous les trucs qui nous semblent assez évidents. Essayer d'avoir une responsabilité écologique, essayer d'avoir une responsabilité auprès de nos employés, essayer d'avoir un impact social autour de nous. Mais on a l'impression qu'on n'est pas encore au cœur du sujet, parce que si on regarde dans le monde, l'industrie financière, en émissions directes, c'est pas celle qui pollue le plus. Ok, il y a quelques patrons qui prennent trop l'avion, mais dans les faits, c'est pas les bureaux et les prestations de services qui produisent le plus d'émissions de CO2. Et donc si on regarde Shine, utiliser un compte Shine, j'ai oublié le chiffre exact, mais c'est de l'ordre d'un repas, c'est l'équivalent d'un repas complet, l'utilisation de Shine pendant un an pour un utilisateur. Okay. Donc, je veux dire, en émission directe, c'est pas grand-chose. En revanche, si on regarde l'impact de l'épargne des Français, là, c'est 30-40% de leur impact CO2. Parce que via les investissements des entreprises, encore une fois, ça dépend comment on le mesure, mais là, il y a un impact énorme. Donc, aujourd'hui, on a besoin des banques, on a besoin d'un système financier pour arbitrer des échanges, et ces banques ont un rôle énorme à jouer dans la transition écologique. Et aujourd'hui, Shine ne fait pas encore de crédit, mais probablement un jour on le fera. Je ne sais pas si c'est dans 2, 5, 10 ans ou 20 ans, mais on le fera à un moment donné. Et la façon dont on alloue cette épargne aura un impact énorme. Et donc, c'est très important pour nous d'y réfléchir dès maintenant, de mettre ça dans l'ADN de la boîte, dans celui des gens qu'on recrute, etc., pour qu'on soit capable de prendre les bonnes décisions demain. Et encore une fois, je le dis avec beaucoup de modestie, parce que je pense qu'on a de leçons à donner à personne. Je pense que c'est des sujets compliqués. On a juste besoin que tout le monde y réfléchisse et tout le monde fasse des efforts ensemble. Se poser la question au moins. Là où on est enthousiaste, c'est qu'encore une fois, dès on a eu à faire des efforts dans ce sens-là, on a trouvé qu'ils étaient beaucoup moins élevés, les efforts, que ce qu'on imaginait, et que la vie était beaucoup plus agréable après qu'avant. Et donc, on se dit que de manière générale, toute la transition écologique qu'on a à faire, elle devrait être enthousiasmante, parce qu'en fait, c'est l'opportunité d'aller vers une vie qui est plus agréable. Et de sortir de choses qui sont assez toxiques, qui sont la surconsommation, etc. Donc, quels que soient les sujets auxquels on l'applique, oui, il y a des efforts à faire, mais au final, la situation après cet effort-là, ce changement-là,
est souvent plus agréable que celle qu'il y avait juste avant. Mm. Donc on va essayer d'aller dans ce sens-là. Et puis le dernier truc, c'est, et je pense que c'est le plus important pour une banque, et aujourd'hui on n'a pas encore vraiment cet impact-là, mais il faut recréer de la confiance entre les gens et les banques. Notre métier, c'est la confiance, dans les deux sens, et ça a été ruiné par les grandes banques jusque-là. Donc je pense qu'elles font beaucoup d'efforts pour se rattraper, mais je pense qu'on a un rôle à jouer pour recréer cette confiance-là, et ça commence par notre mission au quotidien, qui est accompagner et protéger les gens, être proche d'eux, et essayer de réinventer la relation entre un indépendant, une petite entreprise de moins de 10 personnes, et sa banquière ou son banquier. Qu'est-ce que du coup, parce qu'on a vu pas mal de choses depuis le début, j'aimerais essayer de résumer un petit peu ta vision de la chose. Ce lien de confiance, c'est une des réponses que je pense que tu vas m'apporter, mais si tu devais dire qu'est-ce qui, en tout cas dans votre manière d'opérer et les enjeux que vous avez, vous rend différent d'une solution bancaire similaire qui pourrait exister sur le marché ou qui n'existerait pas encore et qui existera demain, qu'est-ce qui vous rend différent dans votre ADN? Donc il y a ce lien de confiance que j'ai vu, il y a les valeurs dont on a parlé justement. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour toi? En fait, c'est tout ce qui fait que notre produit, notre service et notre équipe est tournée uniquement vers les freelances et les boîtes de 1 à 10 personnes. Et donc c'est le fait qu'on va avoir une interface bancaire qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable, beaucoup plus au goût du jour qu'une banque traditionnelle. Ça va bien marcher, ça va être rapide. Enfin, en tout cas, on essaye, on se donne beaucoup de mal pour que ce soit le cas. Mais on a souvent des retours de ce type, donc on en est très content. C'est le fait qu'on va apporter beaucoup plus de services qu'une banque traditionnelle sur la partie administrative. Possibilité de faire ses factures, d'être payé en temps réel, de gérer ses reçus et tout. Donc, en fait, avoir une expérience beaucoup plus complète qu'avec un compte bancaire traditionnel. Et puis, avoir des interlocuteurs beaucoup plus proches de soi et qui comprennent les problématiques. Et donc, qui parlent normalement, comme des humains, et qui ne copient pas des phrases toutes faites, qui créent de la distance, qui disent « je me suis trompé » quand ils se sont trompés, parce que ça nous arrive souvent, qui savent dire merci quand on nous dit que c'est génial, qui savent écrire un petit mot à la main pour souhaiter la bonne année à un client avec lequel soit on s'est donné beaucoup de mal pour qu'il réussisse quelque chose, soit on a fait une bêtise, on a envie de se racheter, etc. En fait, juste des trucs de la vie quotidienne, quoi. D'ailleurs, j'ai reçu une super belle carte de la part de Brian dans la boîte aux lettres la semaine dernière, et c'était une super belle touche, quoi. Et effectivement, ça crée du lien. Et donc, c'est créer de la proximité comme ça. On a une roadmap publique. Donc, en fait, on construit le produit avec nos utilisateurs. On peut aller sur feedback.shine.fr. Il y a toutes les features sur lesquelles on est soit en train de travailler, soit les idées que nous ont soumises les gens. Et tout le monde peut voter pour les features. Upvoter, downvoter. Et du coup, ça nous aide à choisir les priorités. Et très concrètement, les choses sur lesquelles on travaille en ce moment, c'est les features qui sont les plus demandées sur ce site-là. Donc, alors évidemment, on a quelques surprises et on a envie de garder quelques innovations qu'on n'a pas forcément annoncées parce qu'on aime bien ça aussi. Mais malgré tout, 80% de ce qu'on fait, c'est dans notre roadmap public, quoi. Donc voilà, on co-construit le produit avec les gens et je pense que ça aussi, en tout cas, on essaye de faire en sorte que ça crée de la proximité. Puis encore une fois, on dira jamais, je peux pas vous répondre, demandez à. On essaie d'être la personne qui gère tous les trucs chiants ou qui aide à gérer tous les trucs chiants. Sur ce côté... l'importance d'humaniser les rapports. Je me souviens dans une autre interview que je regardais de toi, tu disais qu'il y a beaucoup de choses que vous faites à la main encore aujourd'hui parce que les automatisations sont soit pas possibles, soit vont à l'encontre de ce lien humain-là. Et dans un moment où scaler, automatiser beaucoup de choses, c'est vraiment la discussion centrale pour beaucoup de startups, avec tout un tas de mails automatisés qui au final font des erreurs et on a l'impression qu'on parle à un robot, etc. Ce qui est du coup une expérience pas ultra fluide pour un utilisateur. Comment vous trouvez l'équilibre entre les deux, entre on a envie d'avancer pour apporter plus de services, donc forcément il y a une part d'automatisation à prendre en compte, et la part de on veut vraiment garder un vrai lien de confiance avec nos utilisateurs et vraiment échanger avec eux. C'est quoi l'équilibrage que vous trouvez là-dedans? On est une boîte tech, donc on aime résoudre les problèmes des gens avec des solutions techniques dans la mesure du possible. Et donc, tout ce qui va améliorer l'expérience de nos utilisateurs au quotidien, si ça peut passer par le produit, on essaye de le faire par le produit. Parce que du coup, ça va être... si on n'a pas besoin de nous contacter pour nous demander un truc, au final, c'est que tout va bien. Et donc, nous, on a gagné de ce point de vue-là. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens aient l'esprit libre, puissent travailler... Qu'ils n'attendent pas sur une hotline pendant une demi-heure. Donc la hotline, c'est un très bon exemple. La raison pour laquelle on essaye d'utiliser le téléphone le moins possible pour répondre aux questions des gens, c'est parce que très fréquemment, quand les gens nous posent une question, on a besoin de faire des recherches pour y répondre.
soit aller voir l'utilisateur dont il s'agit, regarder un peu l'historique, pourquoi s'il y a un truc qui s'est mal passé, ou s'il y a un truc qu'il comprend pas, qu'on puisse le renseigner. Si c'est une question administrative, trouver l'article qu'on a rédigé qui répond à la question. S'il n'y a pas d'article, etc. Donc en fait, ça se fait pas instantanément, quoi. Et donc, si pendant qu'on fait toutes ces recherches, la personne elle est au téléphone, elle poireaute, c'est pas une super expérience. C'est clair. En revanche, s'il y a un vrai problème, qu'on a besoin de s'adresser à quelqu'un directement, ou que ça nécessite une conversation, on appelle les gens, ou on leur permet de rentrer en contact avec nous, il n'y a pas de problème. Mais 99% du temps, on apporte une réponse beaucoup plus rapide et agréable en répondant à l'écrit, par chat, qu'au téléphone. Mais de manière plus générale, on essaye d'automatiser tout ce qui peut l'être pour qu'ensuite les gens n'aient plus qu'à faire ce à quoi ils sont bons, c'est-à-dire se parler et avoir besoin d'accompagnement humain. Et donc si quelqu'un vient sur le chat et nous pose une question sur un dysfonctionnement d'application, sur quelque chose qu'il n'a pas compris ou sur une question administrative, là on investit énormément dans notre back-office et c'est un vrai produit à part entière pour que les gens qui vont lui répondre et des outils très perfectionnés pour répondre très vite. Et donc là, c'est pas le produit que voient les gens, mais c'est le produit que nous, chez Shine, on utilise pour offrir des réponses rapides et agréables aux gens. Et donc, si les gens sont contents de notre service client, c'est parce qu'on a des personnes formidables, hyper dévouées, qui le font avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'entrain. Et je pense que sans elles, Shine ne serait pas allé très loin. Donc, c'est l'occasion de les féliciter encore et de les remercier. Et c'est aussi parce qu'on a une équipe produit qui n'est pas obsédé par le produit utilisateur, mais qui aussi investit énormément pour le produit, pour ces gens-là, et du coup indirectement au service des clients. Et ça, je pense que ça fait aussi une grande différence avec les banques traditionnelles, où il y a beaucoup plus d'opérations manuelles, mais du coup beaucoup plus de délais aussi, pour chaque opération, pour chaque question. Donc je sais pas si ça répond tout à fait à ta question, mais c'est un peu comme ça qu'on voit les choses. Ce que je perçois de ta réponse, du coup, je vais essayer de reformuler pour voir si c'est effectivement le point de départ, mais ce que je perçois, c'est que toutes les réflexions technologiques et sur l'automatisation, etc., sont toujours dans le sens de comment est-ce qu'on peut mieux servir nos clients et les gens qu'on a envie d'accompagner, d'où cette réflexion sur le back-office, etc. Et du coup, c'est l'intention d'où vous partez à chaque questionnement, ce qui fait totalement sens avec tout ce qu'on se dit là depuis le début de l'épisode, où l'enjeu, c'est vraiment d'être au service des clients, etc., etc. Du coup, je trouve ça vraiment hyper intéressant comme intention de départ, plutôt que de se dire comment est-ce qu'on peut gagner un maximum de temps pour scale et toucher plus de gens, c'est comment est-ce qu'on peut mieux servir les gens avec de la technologie, certes, sur des automatisations sur certaines parties, mais pour qu'on puisse mieux servir derrière. Donc je trouve ce point d'équilibrage-là hyper cool. J'aimerais venir, c'est un peu dans les questions rituelles quand on s'approche un peu de la fin de l'épisode, j'aimerais qu'on ait une discussion sur votre vision chez Shine du futur de l'écosystème freelance et indépendant. On en a un peu parlé déjà tout à l'heure. Tu disais à un moment, et encore une fois je fais appel à une autre interview où tu disais que à ton avis le développement de l'écosystème freelance dans les prochaines années, c'est pas seulement une question de culture, notamment vis-à-vis en Amérique, c'est beaucoup plus installé la culture de l'indépendance, etc. Ça commence à le faire en France, mais lentement, parce qu'on prend plus longtemps en général que ces pays anglo-saxons. Tu penses que c'est quoi les différentes choses, donc il y a la culture, mais c'est quoi les autres facteurs du développement du freelancing? Je serais peut-être un peu moins, comment dire, je pense qu'en France, on fait pas mal de freelancing et on a beaucoup d'indépendants. Je pense que on a une perception un peu erronée des États-Unis, par exemple, parce que c'est pas tellement la fonction qu'on compare, c'est le statut. Aux États-Unis, on dit qu'il y a, je sais plus, c'est 35% de freelance maintenant, mais aux États-Unis, la façon dont on mesure le freelancing, c'est sur sa déclaration d'impôt en tant que particulier. Si on a fait, je sais pas, un cours de maths ou n'importe quel travail rémunéré et qu'on a gagné, je sais pas, 100 €, on peut le mettre dans sa déclaration d'impôt dans une case qui va bien et hop, on est indépendant parce qu'on a des revenus d'indépendant. Alors qu'en France, la mesure du pourcentage d'indépendants par l'INSEE, c'est en fonction du statut. Il faut avoir une SASU ou à minima être auto-entrepreneur. Et donc effectivement, il y a 35% d'un côté et 12-13% de l'autre. Mais dans les faits, il y a des études en France qui disent, si on prend une définition très large de ce type de revenus et puis tout ce qui n'est pas forcément déclaré, on est plutôt à, au lieu de 3 millions d'indépendants officiels INSEE, plutôt à 5, 8, voire 13 dans les estimations les plus larges. Bon, là, c'est dès qu'on loue un truc sur Airbnb, donc il y a peut-être un débat à avoir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas forcément si loin, à mon avis, en termes de pourcentage, par rapport à ce qu'on constate aux États-Unis. Donc il y a peut-être peut-être un peu moins, un truc un peu culturel où on a un peu moins de propension à être indépendant. Mais bon, tous les agriculteurs, c'est quand même des indépendants, tous les services à la personne, toutes les professions libérales, etc. Tous ces gens, c'est des indépendants, mine de rien.
peut-être pas freelance au sens où on l'imagine aujourd'hui, Ouais. mais c'est des indépendants, ils ont ces problèmes administratifs et ils ont besoin d'accompagnement aussi. Je trouve ça intéressant, effectivement, cette prise de hauteur de se dire l'indépendant, c'est pas seulement le community manager, consultant en marketing qui se veut nomade et travailler un peu partout. Il y a des métiers qui sont indépendants depuis la nuit des temps, Ouais. comme tu dis, les agriculteurs, les professions libérales, les photographes qui sont de nature quasiment obligés d'être indépendants pour développer leur activité. Et du coup, effectivement, cette prise de hauteur, je la trouve hyper intéressante. C'est des gens pour qui vous avez l'ambition d'être au service aussi? Tout à fait, ouais. Et puis on en a beaucoup dans nos utilisateurs. On a peut-être un tiers qui sont des freelances purs tels qu'on les imagine, Ouais. c'est-à-dire services aux entreprises, comme tu Ouais. disais, développeurs, consultants, designers, Ouais. photographes, etc. Mais on en a 2 bons tiers aussi qui sont Intéressant. soit un peu gig économie, biker, chauffeur, etc. Et puis un peu tout, des professions libérales traditionnelles, des petits commerçants, donc il y a de tout. Et pour revenir à ta question sur l'évolution de tout ça, Ouais. j'aime bien reprendre l'expression de Laetitia Vito sur le sujet qui parle du bundling, débundling des prestations sociales pour les indépendants. Mais en gros, l'emploi salarié, c'est un espèce de bundle, de package, dans lequel tu as ton travail, certes, ton revenu, mais du coup, lié à ça, ta capacité à emprunter, ta sécurité sociale, ta mutuelle, ta prévoyance, toutes sortes de choses, toutes sortes de services, plus éventuellement le CE et tout. Donc, c'est une espèce de package et c'est pas juste ton salaire. Non. Et en tant qu'indépendant, tout ça explose. Et donc, tu as juste ta force de travail et potentiellement ton salaire, ton chiffre d'affaires. Et donc, il faut reconstituer un package autour de tout ça et il faut se le reconstituer tout seul. Et c'est un peu fait par profession. Et donc, comme tu l'évoquais, tu as des caisses de retraite spécifiques, des mutuelles qui sont vraiment pour les médecins, des assurances spécifiques pour les médecins, des trucs pour les agriculteurs. Donc, aujourd'hui, ça existe un peu par métier. Et puis, il n'y a pas vraiment grand-chose pour les freelances, ou en tout cas, c'est en train de se créer. Ouais. Notre vision, c'est que tous ces gens-là sont tous indépendants, qu'il faut créer des services pour tous ces indépendants et qu'on ait réussi à recréer un bundle, donc une capacité à emprunter, une capacité à se protéger, une mutuelle, etc., qui soit adapté à tous les indépendants et qui les fédère un petit peu et qui permettent d'avoir une vie aussi saine, aussi à peu près le même niveau de sérénité, protection qu'en tant que salarié en étant indépendant. Je pense que c'est le bon mot-clé, sérénité. Ouais. Effectivement. Et puis que ça te suive, ce serait l'idéal. Ouais. Si en plus on pouvait rattacher ça à la personne plutôt que rattacher ça à l'entreprise et à sa relation de travail, ce serait encore mieux. Parce qu'aujourd'hui, tu changes d'entreprise, tu changes tout ça, tu changes de mutuelle, machin. Idéalement, ce serait lié à ta personne. Si tu changes d'entreprise pour être indépendante, tu as un peu toujours ce même bundle avec toi. Si tu travailles pour une autre entreprise, ça contribue aussi. Et donc, c'est un travail de plusieurs années. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire du côté de l'État, du côté de la façon dont les cotisations sociales, etc., sont prélevées, les services sociaux fournis également. Mais on a aussi beaucoup de travail à faire dans le privé pour contribuer à ça. Et pour contribuer à des outils qui soient adaptés. État d'esprit personnel aussi, de se dire, je me considère comme un professionnel qui a des compétences et qui délivre de la valeur pour une organisation ou tout seul ou des clients et qu'on se voit vraiment comme ça. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on se définit beaucoup, on revient à ce qu'on disait au début de l'épisode, par son statut ou son métier. C'est-à-dire que je suis un salarié de Shine ou je suis indépendant, plutôt que de dire voilà ce que je fais. Aujourd'hui, je le fais en tant que salarié ici. Demain, je le fais en tant qu'indépendant ici. Ce qui va avec cette vision du coup de tous les services auxquels tu as accès dans ce bundle te suivent en tant que personne plutôt que d'être affilié à une entreprise qui te donne accès à ça. Je trouve ça intéressant comme vision long terme. Et si on prend encore un pas de recul sur ce sujet, il faut réussir aussi à créer ça. Donc à créer cette flexibilité-là et tout ça au niveau de l'individu sans tomber dans l'individualisme et sans que du coup on soit dans une société de mercenaires où tu as uniquement des rapports transactionnels entre les entreprises et les salariés, et les freelances et leurs prestataires, pour pas que ce soit juste des prestataires et puis pour pas que les indépendants soient enfermés dans leur solitude à travailler de chez eux ou avoir des rapports très superficiels dans un café ou j'en sais rien. Ce qui va clairement être un défi de recréer du collectif là-dedans et du fait d'avancer ensemble. Et donc ça peut passer aussi par de la flexibilité. Je pense qu'on peut avoir envie de faire partie d'un projet d'entreprise en tant que salarié sur le long terme avec d'autres collègues. Et c'est rigolo parce que chez Shine, on a plein de salariés qui étaient freelance avant, voire des gens qui ont été freelance pour Shine pendant 1 ou 2 ans et qui finissent par nous rejoindre parce qu'ils ont envie de travailler à plein temps ici. Et on est ravis parce que c'est des gens avec qui ça se passe bien, qu'on connaît déjà bien. Je ne sais pas si ce sera pour 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, etc. Mais en tout cas, c'est dans la nature humaine aussi, à mon avis, d'avoir envie de faire partie d'un groupe à un moment donné, et puis parfois d'avoir envie
d'avoir fait le tour de ce groupe-là, d'avoir envie de faire autre chose, etc. Et c'est aussi un peu l'idée qu'on veut véhiculer, à laquelle on participe en donnant un jour de freelancing et tout. C'est on veut que les gens soient le mieux possible chez nous, qu'ils aiment leur métier, qu'ils s'éclatent, qu'ils progressent, qu'ils contribuent à un truc qui leur fait plaisir, mais que le jour où ils ont envie de partir, qu'ils partent. Tu vois, et tout ce qu'ils ont appris là, qu'ils aillent le mettre à contribution ailleurs, ça nous va très bien. Évidemment qu'on préfère qu'ils restent, on fait tout ce qu'on peut pour les conserver, et en tout cas, on est ravis, enfin on est une équipe vraiment géniale, ça nous éclate de venir travailler tous les matins, et du coup on n'a pas envie qu'ils partent, mais le jour où ils partiront, on fera pas des pieds et des mains pour les retenir, on pense que c'est pour le mieux aussi, et on sait que ça arrivera, donc c'est le jeu, et donc il faut qu'on réussisse à créer une société où à la fois les gens sont indépendants, mais pas individualistes, et donc ils réussissent à participer à des projets, que ce soit en freelance ou en tant que salarié, mais qu'on réussisse à créer aussi des communautés de travail, parce qu'au final c'est un peu ça qui donne du sens au travail. Il y a la mission qu'on recherche, mais il y a aussi les gens avec lesquels on fait et l'expérience humaine qui est sur le projet. Et du coup, dans cette vision-là de là où la société tend et le rapport au freelancing qu'il y aura là, ta vision du rôle de Shine là-dedans, ce serait quoi le rôle que tu vois pour cette organisation dans le fait de construire ça? Déjà, on le voit avec beaucoup de modestie. On va pas le faire tout seul, et encore une fois, on pense que... Heureusement que tout n'est pas sur tes épaules. Hein. Oui, non, loin s'en faut, mais enfin, je veux dire, on essaye de s'insérer dans un phénomène qui nous semble être un phénomène de société, et on essaye de l'accompagner du mieux qu'on peut, et dans la mesure du possible, de l'orienter dans une direction qui nous semble la plus saine. Mais c'est ni plus ni moins que ça, et donc encore une fois, je pense qu'il faut rester très très humble vis-à-vis de tout ce qui nous entoure là. Nous, on veut être le copilote des indépendants et des petites entreprises, et donc on veut être l'outil central qu'ils utilisent un peu au quotidien pour gérer leurs finances, leurs interactions avec leurs clients, leurs interactions avec l'État quand il y a des taxes, etc. Les interactions avec leurs comptables quand ils en ont un, pour échanger des documents, etc. On a de la chance, on est un outil que les gens adorent utiliser, ils l'utilisent fréquemment dans la semaine, il est entre leurs mains, ne serait-ce que parce qu'ils veulent voir leur compte, ou parce qu'ils disent « Ah bah tiens, ton client vient de payer ta facture, ah, super, excellente nouvelle ». Ils aiment bien prendre en photo leur justificatif avec, parce qu'ils ont déjà l'habitude de cet outil, et on a une notif quand on paye, donc il y a juste à le prendre en photo. Donc on veut utiliser cette proximité avec les gens pour leur apporter toujours plus de services, mais on veut pas loquer les gens dans l'application. On n'est pas un réseau social, enfin d'ailleurs on pense pas forcément du bien de l'addiction aux réseaux sociaux, c'est plutôt le contraire. Et donc on n'est pas en train de se battre pour la part d'attention des gens, on n'est pas en train de se dire qu'on veut qu'ils passent le plus de temps possible dans l'application. Limite, moins ils l'utilisent, mieux on se porte, parce qu'au final, en étant leur compte pro, on sait qu'ils vont pas nous abandonner du jour au lendemain, donc on n'a pas besoin de se rassurer en les ayant sur notre appli 4 heures par jour. Par contre, dans la mesure où on a une interface qui est simple à utiliser, conviviale, et qui leur parle tout simplement, et ben on a envie que ça leur simplifie un maximum d'interactions, et que donc ils puissent souscrire à des services facilement depuis l'appli, et interagir avec des tiers parties, encore une fois expert comptable et tout, très facilement. Donc on veut être leur copilote et les aider à... Encore une fois, c'est un peu vulgaire, mais je trouve que ça résume bien ce qu'on essaye de faire, c'est les aider à gérer tous les trucs chiants. Du coup, le monde que vous avez envie de construire pour les indépendants, c'est un monde où toutes les questions administratives bancaires sont ultra fluides, simplifiées, et ils ont des partenaires... On voudrait que ce soit aussi simple d'être indépendant que d'être salarié, de ce point de vue-là. Ouais, hyper intéressant. On arrive sur les mots de la fin. J'ai une dernière question à te poser sur... un message, un conseil, en tant que toi, entrepreneur qui s'adresse aux freelance, tu as construit une boîte dont le rôle c'est d'accompagner les indépendants dans leur quotidien. Si tu avais un conseil ou un message à leur faire passer, à ceux qui nous écoutent et à d'autres, du coup ça va être forcément ancré dans le temps présent et ce ne sera pas dans cette belle vision dont on a parlé pour le futur, ce serait quoi ce message ou ce conseil que tu as envie de partager? Je pense qu'au centre de la démarche de freelancing ou d'entrepreneuriat, etc., il y a la liberté et il y a l'indépendance. Mais l'indépendance surtout au sens être libre de ce qu'on veut faire. Et c'est un truc qu'on peut très vite perdre en tant que freelance parce qu'on se met à travailler tout le temps parce qu'on veut gagner plus d'argent ou parce qu'on veut mieux servir ses clients, on se retrouve à être très solitaire, on se retrouve à pas être maître de son emploi du temps, à être victime de l'administratif, etc. Donc en fait, il y a beaucoup de contraintes qui arrivent avec cette liberté et elles peuvent assez vite être difficiles à gérer. Et pour reprendre la main là-dessus, il faut en prendre conscience le plus vite possible et les arbitrer activement sur tous ces sujets-là en disant voilà comment j'organise ma journée. Et l'avantage c'est qu'on peut l'organiser comme on veut. C'est clair. Mais il faut quand même se dire je l'organise comme je veux. Peut-être pas se retrouver à travailler jour et nuit parce qu'on le subit.
c'est très bien de travailler jour et nuit, ça m'est arrivé dans ma carrière, pourquoi pas le faire de temps en temps pour certains, tout le temps si c'est le rêve de certains dans leur vie, ça me va très bien aussi. Il faut juste que ce soit un choix délibéré et qu'on sache pourquoi on le fait, pour pas se réveiller un an plus tard en mode mince, qui je suis devenu. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai d'un peu tout, c'est vrai de la relation qu'on a avec ses clients. C'est qu'est-ce que je veux avoir comme relation avec mes clients? Est-ce que je peux me faire marcher dessus? Est-ce que je peux me faire imposer un paiement tardif si je veux pas? Est-ce qu'on va m'imposer mon TJM? Le freelancing et l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de liberté, mais c'est beaucoup de contraintes. Et si on veut garder cet aspect de liberté, ça demande beaucoup d'efforts conscients et beaucoup de choix dont on n'a pas forcément conscience avant de se lancer. Donc, on pourrait faire tout un épisode là-dessus. C'est clair. Mais c'est un sujet dont qu'il faut s'approprier dès le début. Parce que beaucoup de choses en dépendent derrière. Ouais, garder cet alignement avec les raisons pour lesquelles on s'est lancé, ce qui est important pour nous dans comment je travaille, et toujours y revenir pour dire ok, où est-ce que je passe le curseur en ce moment, est-ce que je suis aligné avec ça, ou est-ce que je me suis c'est le moment de faire des bucket lists. Ouais, c'est ça, exactement. Et du coup de faire un bon bilan annuel, c'est l'occasion, on est encore en janvier, de où est-ce qu'on était avec son activité et comment on se réaligne. Écoute, un grand merci Nicolas pour tout ça. Je trouve qu'on m'a donné une belle vision globale au-delà des fonctionnalités de Shine, qui vous êtes et ce que vous portez comme message pour les freelances, mais aussi pour la société et l'évolution en général de ce mode de travail-là. Donc un grand merci pour ça. Est-ce que tu as un dernier mot à adresser aux personnes qui nous écoutent? Pas spécialement. J'ai envie de dire aux gens que je pense qu'on a besoin d'une vision enthousiasmante du futur, et qu'on nous met tous beaucoup de pression sur les enjeux actuels, et à raison, parce qu'ils sont importants, qu'ils soient écologiques, sociaux, etc. Mais on insiste beaucoup sur les efforts à fournir et sur les risques qu'il y a devant nous, à juste raison, parce qu'il y a des efforts à fournir et qu'il y a des risques en face, mais qu'on n'insiste pas assez sur une vision enthousiasmante de l'avenir, qui est que quand on aura consenti tous ces efforts, en fait, on aura construit quelque chose de mieux. Et donc je pense qu'il faut se concentrer sur cette vision-là, sans nier les efforts et les risques, mais se concentrer sur cette vision enthousiasmante, parce que c'est de ça qu'on a besoin. Pour donner envie d'avancer vers le futur. Trop bien. Merci Nicolas encore une fois. Merci à toi de m'avoir reçu. À bientôt. Bye.